Sous la voûte de pierre, une goutte glissante tomba sur le cerceau d'un tonneau, et dans ce silence, le bruit résonna comme un coup de gong. Dans l'obscurité, quelqu'un agita une torche, et un cercle rouge se posa sur une rangée de douves de chêne. Ça sentait le bois humide, la résine et quelque chose de doux amer qui chatouillait la gorge. Mes amis, je suis heureux de vous voir ici. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez-le dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne écoute. La ville vivait dans l'attente de la réunion dans la grande salle où se rassemblaient les classes sociales. Le jour que tout le monde appelait le 5 novembre approchait à grands pas. Les ateliers se dépêchaient de terminer les commandes. Les boutiques préparaient les meilleurs tissus. Les brasseurs du monastère brassaient une bière épaisse. La maison de la couturière Agnès était encombrée. Des rouleaux de toile gisaient sur le sol. Des manches séchées étaient suspendues à une corde. Un vieux coffret sculpté était posé sur la table. Agnès le prenait parfois dans ses mains, l'essuyait pour enlever la poussière et le remettait à sa place, comme si elle avait peur de l'ouvrir. Elle disait que ce coffret renfermait le souvenir d'une erreur ancienne et ajoutait que cette erreur reviendrait un jour, comme un acte longtemps méconnu, mais qui n'avait pas été oublié. Son fils adoptif, un apprenti tonnelier nommé Martin, écoutait cela sans curiosité, mais remarquait que les yeux d'Agnès étaient alors méfiants. Martin était de ceux que l'on ne remarque pas. Petit, nerveux, avec des mains qui sentaient toujours la résine. Il savait reconnaître au son du marteau où le rivet était bien enfoncé et où il bougeait. Il distinguait l'odeur de l'écorce humide de celle du chêne solide et l'odeur de la simple poudre de salpêtre de celle du minerai broyé. Il ne s'en vantait pas. Cela ne lui venait même pas à l'esprit. Il travaillait simplement pour le maître Bedrick, exécutait des commandes, livrait les tonneaux dans les caves et retournait chez Agnès, où la chaleur et le bruit régulier de ses ciseaux l'apaisaient. Au début de l'automne, un homme vêtu d'un manteau vint à l'atelier. Il demanda des tonneaux plus solides, afin qu'il puisse supporter un long voyage. Mais à l'intérieur, dit-il, il y aurait une marchandise qui aime l'obscurité et la sécheresse. Il appela cela une marchandise qui ne doit pas être dérangée. Sa main s'attarda sur le cerceau de fer, et son ongle y laissa une marque. Le maître Bedrick marmonna que le travail serait fait, et que l'homme pouvait discuter de sa commande délicate avec son apprenti s'il avait des idées. L'homme sortit une bague ornée d'un oiseau sculpté, dit qu'il payait d'avance et partit. Depuis, Martin repensait souvent à cette bague. Les tonneaux n'étaient pas sabotés par hasard. À la demande de l'homme, il clouait 2 ponts étroits en bois sec au fond de chacun d'eux, afin de laisser un espace entre eux. Martin ne savait pas pourquoi, mais il sentait une odeur désagréable de poudre granuleuse sur les vêtements de l'acheteur. Il ne discuta pas. À l'époque, il ne pensait pas encore à la politique, au prince, au conseil. Il réfléchissait à la meilleure façon de raccourcir la cloche pour qu'elle ne se fende pas en hiver.
Avant le soir, lorsque le sonneur de cloche de la cathédrale sonna la longue heure, on frappa à la porte d'Agnès. Sur le seuil se trouvait un paquet marqué d'une simple branche. Sans messager, sans mot. Agnès ramassa le paquet et trouva une lettre. La lettre ne comportait aucune formule d'appel. Elle disait qu'il était conseillé à une personne célèbre et noble de ne pas se rendre à la salle lors de la prochaine réunion, car des gens bienveillants avaient entendu parler du malheur. La lettre n'était manifestement pas destinée à Agnès, mais elle se trouvait devant sa porte. Le papier sentait la suie, là. Dans un coin, il y avait une trace à peine visible d'un pouce, qui semblait avoir toujours porté un gant. Agnes dit qu'on ne peut pas garder le destin d'autrui comme un couteau étranger dans son étui. Elle ordonna à Martin d'apporter la lettre au bureau. Il prit la lettre, mais remarqua, sous la cire, on pouvait voir un petit dessin d'oiseau, exactement comme sur la bague de cet acheteur. Ce soir-là, un vent froid soufflait depuis la rivière. En contournant la place boueuse, Martin aperçut, près de la mairie, la calèche d'Oswald, le percepteur des impôts. Oswald était un homme mal aimé dans la ville. On l'insultait sur les marchés, on le traitait de pierre sans sang lors des confessions. Il marchait sans se presser, comptait sur un long boulier en os, indiquait à chacun ce qu'il devait payer et n'acceptait aucune excuse. Martin vit Oswald s'arrêter devant la porte du bureau, frapper, attendre le gardien et lui remettre un sac scellé. Le gardien le prit à contre-cœur et la porte grinça comme si une main gantée l'avait effleurée. Martin pensa alors que cette porte n'avait pas non plus de visage, seulement des fentes. Au bureau, la lettre fut accueillie avec froideur. On lui dit que de telles nouvelles circulaient beaucoup et que chacun était libre d'entrer dans la salle ou de rester chez soi. Martin rentra mécontent. À la maison, il vit Agnès debout devant le coffret. Le coffret était ouvert. À l'intérieur se trouvait un vieux cercle de cuivre marqué d'un oiseau. Agnes lui dit qu'avant son arrivée chez elle, elle avait vécu une année qu'elle essayait d'oublier. Elle ajouta qu'elle avait reçu ce cercle d'un homme en cape qui lui avait promis de revenir. Il n'était pas revenu. En voyant le cercle, Martin comprit que la marque en forme d'oiseau ressemblait à celle de la bague. Vers le 5 novembre, l'agitation régnait dans les rues. Les gens discutaient pour savoir qui serait présent dans la salle, qui signerait la nouvelle pétition, qui s'opposerait à la taxe sur les céréales. Ceux qui avaient peu de céréales parlaient à voix basse. Ceux qui en avaient beaucoup parlaient fort. Le soir, dans la taverne où Martin s'était arrêté pour acheter un paquet de brindilles sèches, un ivrogne inventa une histoire à propos des tonneaux qui se trouvaient sous le bâtiment du conseil et sourit lâchement. Martin renifla la manche de sa veste et sentit cette odeur douce amère. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'une illusion et s'en alla. Le doute le tarauda toute la journée suivante. Il remarqua autre chose. Dans la liste des livraisons de Maître Bedrick, les 2 dernières commandes étaient destinées à la même cour, rue des Scribes. Il y avait là une grande cave, où les apprentis étaient toujours conduits
par le même garde aux yeux bridés. Bedrick avait dit qu'on y stockait du sel et du poisson séché. Martin n'avait pas protesté, mais il avait remarqué que la dernière fois qu'il avait transporté des tonneaux là-bas, le sol de la cave était recouvert d'une fine couche de paille, alors que le sel était entreposé sur des planches et que le poisson était suspendu. La paille servait à autre chose, à effacer les traces. Il sentit ses doigts picoter. Ça sentait soit le soufre, soit le potasse, soit quelque chose qui n'aime pas les étincelles. La nuit précédant la réunion, Lisbeth, la fille du voisin, entra dans la maison d'Agnès. Elle était mince, et chacun de ses pas était léger, comme celui d'une personne habituée à échapper au regard des autres. Lisbeth apportait parfois du pain, parfois des ragots. On se moquait d'elle dans la rue parce qu'elle bégayait. On la considérait comme insignifiante. Cette nuit-là, Lisbeth montra à Martin un morceau de tissu sur lequel était imprimée l'empreinte d'une bague avec un oiseau. Elle avait trouvé ce tissu près du puits, là où deux personnes en imperméable aimaient se retrouver la nuit. Lisbeth dit qu'elle avait entendu l'une d'elles dire que la mèche serait longue et que l'entrepôt serait sec. Les mots sortaient difficilement de la bouche de Lisbeth, mais elle les répéta jusqu'à ce que Martin comprenne. Il la remercia d'un geste et lui donna une croûte de pain sèche. Elle la prit et s'enfuit comme un petit animal. À cet instant, Martin vit en elle une force qui lui manquait. Le matin du 5 novembre, la ville s'est réveillée avant l'aube. La cloche a sonné brièvement. Les chevaux hennissaient, les chars grinçaient. Des gens en cape, des gens en longs chapeaux, des gens avec des anneaux entraient dans la salle. Agnès mit un foulard propre, dit que le monde tenait à des détails et demanda à Martin de ne pas se mêler des affaires des autres. Il acquiesça, mais ses mains cherchaient déjà machinalement la ceinture avec les outils. Il se rendit dans la rue des Scribes, où il y avait beaucoup de saleté et de miettes de paille. Sous les planches humides d'une des portes, il rencontra le même garde, aux yeux étroits. Le garde lui dit que les caves étaient fermées jusqu'à midi. Martin répondit qu'il était venu vérifier les rivets qui gonflaient et que le propriétaire n'aimait pas les surprises. Le garde réfléchit et finit par le laisser passer. Son visage resta impassible. Le sous-sol était silencieux. La lumière filtrait à travers une fente au-dessus, comme un mince ruban blanc. Une rangée de tonneaux était soigneusement alignée. Sur chacun d'eux figurait le poinçon du maître Bedrick, et sur certains, de petites entailles faites par l'homme à la cape. Martin s'accroupit, posa la main sur le bord et sentit trembler non pas le bois, mais sa propre main. Il sortit un couteau fin de sa ceinture, retira le cerceau et souleva le clou. Il n'y avait ni vin, ni hareng, ni sel. Il y avait là un sac rempli d'une matière granuleuse. Il en prit une pincée et la porta à son nez. Sa gorge répondit par une toux sèche. Dans la fente, la plus étroite entre les deux ponts, il vit une fine ficelle enduite de graisse. Il la renifla. L'odeur ne laissait aucun doute. C'était une mèche. Il eut froid, bien que la cave fût bien
chauffé. Il remit le cerceau en place, comme si de rien n'était, et sortit. Dans la rue, des garçons couraient déjà en criant qu'il y avait un marché à la porte nord. Martin alla voir Agnès et lui dit que dans sa boîte se trouvait la réponse à une question qu'il ne savait pas comment poser. Agnès resta longtemps silencieuse. Puis elle sortit un cercle de cuivre avec un oiseau et dit une chose simple. Ce signe appartenait à un homme qui, autrefois, l'avait prise par la main pour traverser la rue et lui avait dit qu'il reviendrait. Selon elle, elle l'avait alors cru. Après cela, elle s'était retrouvée avec un enfant dans les bras et sans réponse à trop de questions. Elle ajouta que Martin n'était pas apparu chez elle par hasard. On l'avait laissé à la porte de l'hospice du couvent avec le même cercle. Elle avait reconnu le signe, pris l'enfant et décidé de l'élever. Elle dit qu'elle n'avait pas voulu en parler avant d'avoir revu ce signe sur quelqu'un d'autre. Martin comprit immédiatement deux choses. Premièrement, le signe avait un propriétaire, et ce propriétaire était lié à lui. Deuxièmement, la lettre d'avertissement n'était pas une plaisanterie, mais un signal désespéré. Et si les lettres ne sont pas écoutées, il faut passer à l'action. Il décida de se rendre là où se trouvaient les tonneaux. Mais il était apprenti, pas gardien. Il devait ouvrir des portes qui ne s'ouvraient pas sur son simple bon vouloir. Il alla voir Oswald, que tout le monde détestait. Oswald était assis devant son boulier et alignait des pièces de monnaie. Martin attendit qu'il ait terminé et lui exposa brièvement ce qu'il avait vu. Il ajouta qu'il était prêt à montrer où cela se trouvait, mais qu'il avait besoin d'un accès. Oswald écouta sans émotion. Il dit que pour ouvrir la cave, il fallait un sceau, une clé et des témoins. Il prit une clé en fer, mit le sceau dans sa poche et appela 2 scribes. C'est à ce moment-là que Martin remarqua pour la première fois que Oswald n'était pas seulement un compteur de pièces. Il savait prendre des décisions. Il savait aller au bon endroit quand les autres se disputaient. Le groupe se mit en route vers la rue des Scribes. En chemin, Lisbeth se joignit à eux. Elle marchait à leur côté, telle une ombre, et regardait les mains d'Oswald, comme si elle ne croyait pas pouvoir lui faire confiance. Agnès, depuis la fenêtre, les bénit à sa manière, sans un mot. Ce jour-là, tout le monde faisait des signes superflus. Tout signe supplémentaire semblait approprié, car l'atmosphère était lourde. À la porte des caves, un gardien aux yeux bridés dit qu'il n'avait reçu aucun ordre. Oswald montra son sceau. Le gardien fut déconcerté. Oswald ordonna d'appeler des témoins. 2 artisans de la boutique voisine arrivèrent. La porte s'ouvrit, une bouffée d'air froid s'échappa de la cave dans la rue. Oswald, Martin et les témoins descendirent. Lisbeth resta à l'entrée. Dans la cave, parmi les tonneaux, Oswald demanda où chercher. Martin trouva le tonneau où il avait vu la ficelle. Il retira le cerceau et repoussa le clou une nouvelle fois. Tous découvrirent alors le même sac. L'un des témoins recula. Oswald dit qu'il fallait appeler la garde et envoya le garçon,
mais lui-même ne quitta pas la cave. Sur le sol, il remarqua un étroit passage sous les étagères. La ficelle s'y étendait. L'extrémité de la ficelle menait à une fine fente près du mur, où se trouvait une petite porte. Il y eut un brouhaha au-dessus. Un homme en imperméable entra. Son visage était dans l'ombre. Il heurta Lisbeth. Elle vacilla, mais ne recula pas. L'homme lui demanda ce qu'elle faisait, d'un ton sec, sans menace, comme quelqu'un qui est sûr qu'il ne lui arrivera rien. Lisbeth répondit en bégayant qu'elle attendait son frère. L'homme passa son chemin. À ce moment-là, non loin de la salle de réunion, dans le sous-sol, on alluma une torche. Cela se fit sans bruit. La mèche, enduite de graisse, crépita, mais ne s'alluma pas tout de suite. Martin l'entendit, car son tonneau se trouvait près de la source du bruit, et il avait l'oreille exercée. Il se précipita vers la fente, tâtonna pour trouver la ficelle, la tira vers l'extérieur et la pressa contre le cuir humide de sa ceinture. La graisse gênait, mais la barrière prit le feu sur elle. Le cuir se mit à fumer, une odeur de brûlé se répandit, et la ficelle noircit sans s'enflammer. Martin la maintint ainsi, jusqu'à en avoir mal aux doigts. Il regarda s'éteindre le souffle sec du danger. Par ce geste, il avait déjoué le plan de ses inconnus. Il l'avait fait rapidement, sans réfléchir. Au même moment, l'homme au manteau revint. Oswald se leva, couvrant le seau de sa main. L'homme s'approcha de lui. La lumière de la torche éclaira la bague avec l'oiseau. Agnès avait le même symbole sur son coffret. Martin reconnut le dessin sans aucun doute. Lisbeth, voyant la bague, recula vers la porte. Elle entendit l'homme dire qu'il était trop tard pour vérifier, que les tonneaux étaient déjà à leur place et que personne ne viendrait les aider. Sa voix était calme. Oswald regarda Martin d'un air sévère, comme s'il vérifiait quelque chose. Il leva la main et fit signe aux gardes qui montaient déjà l'escalier. C'était cet homme qu'il fallait arrêter. L'homme se précipita vers la fente. Martin l'intercepta dans l'espace étroit. Leurs épaules se heurtèrent. Un cercle de cuivre qu'il portait depuis son enfance sous sa chemise se pressa contre la poitrine de Martin. L'homme jeta un coup d'œil au cercle, s'immobilisa et sembla le reconnaître. Il dit que ce cercle ne pouvait pas appartenir à un simple apprenti. Il dit qu'il avait laissé un cercle de ce signe il y a de nombreuses années à la porte d'un hospice pour un futur enfant. Martin sentit se former dans son esprit l'année étrangère dont Agnès avait parlé. Il comprit que cet homme était à l'origine de son cercle. De plus, il comprit autre chose. Cet homme était celui qui avait commandé les tonneaux. Le lien était étrange et fort. Il aidait à comprendre où aller ensuite. Oswald comprit tout à l'expression du visage de Martin. Il ne sourit pas et ne recula pas. Il fit un pas en avant et passa un cerceau de fer autour du cou de l'homme. Les gardes arrivèrent à temps. Oswald a dit que tout le monde allait à la mairie et que Martin les accompagnait. Il a ajouté qu'il faudrait parler à Agnès plus tard.
car beaucoup de choses s'étaient entremêlées dans la ville et qu'il fallait maintenant démêler tout cela correctement. Il l'a dit comme un comptable parle des chiffres, sans mots superflus. Sur le chemin de la mairie, Lisbeth marchait à côté, et les gens ne faisaient pas attention à elle. Elle tenait dans ses mains la ceinture carbonisée de Martin, comme un signe que la rumeur n'était pas infondée. Personne n'entendit son bégaiement ce jour-là, car elle n'en parla à personne. Elle marchait simplement, regardant obstinément ses pieds. À la mairie, Oswald présenta le sceau, fit venir des témoins et posa un morceau de ficelle sur la table. Les greffiers échangèrent des regards. Les gardes sortirent sur un signe et emmenèrent l'homme dans les pièces du fond. Pendant ce temps, la foule se rassemblait sur la place. Certains murmuraient que l'on cherchait des tonneaux dans les caves du conseil, que quelqu'un s'était précipité pour éteindre la mèche, que quelqu'un avait tenté de s'enfuir avec un oiseau dans les bras. Le brouhaha grandissait. Martin sortit sur le porche et respira profondément. Il se tenait près de l'endroit où tout aurait pu finir en fumée et en pierre. Il gardait ses mains comme si elles conservaient encore une chaleur piquante. Il pensait que tout cela ressemblait simplement à un travail. Retirer le cerceau au bon moment, serrer le rivet au bon moment, bloquer au bon moment, ce qui ne devait pas s'enflammer. Pendant que la place était en effervescence, un homme vêtu d'un manteau gris sans insigne entra dans la maison d'Agnès. Il apporta une lettre scellée et transmit brièvement à Agnès les paroles du chef de la ville. Les maisons où l'on livrait les scribes dans la rue seraient inspectées pendant la nuit, et si l'on trouvait ce dont on parlait, les maîtres seraient sévèrement interrogés. Agnès répondit au messager que le maître Bedrick n'avait rien à voir avec cela, que l'apprenti était allé chez Oswald et qu'on pouvait appeler n'importe quel témoin. Le messager partit, et Agnès s'assit et ouvrit le coffret. Elle en sortit le cercle avec l'oiseau et le posa sur la table à côté des aiguilles. Elle décida qu'il n'y avait plus rien à cacher. Pendant ce temps, Oswald, sans attendre la décision, rassembla un groupe pour une ronde nocturne. Le groupe comprenait 2 gardes, un greffier, Martin, et, à la surprise générale, Oswald en personne. Cela suscita la perplexité sur le marché. On disait que le percepteur se cachait derrière des portes et jetait des plumes, et qu'il ne sortait pas la nuit dans les caves. Mais il est sorti. Il savait où se trouvaient les clés. Il savait qui avait les sceaux. Il savait qui appeler comme témoin pour que personne ne puisse dire le lendemain matin que tout avait été inventé. Il a surpris ceux qui avaient l'habitude de le mépriser. Ce jour-là, il est devenu celui dont la participation décidait du sort des autres. Il a cessé d'être un simple percepteur. On le considérait comme insensible, mais il a conduit les gens dans un passage sombre, où il fallait non seulement savoir compter, mais aussi ne pas avoir peur. Ils arrivèrent dans une grande cave sous la salle. Là, les tonneaux étaient disposés différemment. Une partie était cachée au fond, une autre était poussée vers la colonne.
Lorsque Oswald approcha la torche, on vit qu'une ficelle longeait le mur jusqu'à une autre fente. Celui qui avait tout organisé avait fait un effort. La mèche était longue, disposée sur des étagères pour brûler longtemps. C'était bien pensé, ce qui signifie que quelqu'un ne comptait pas sur le hasard, mais sur un feu lent. La même odeur douce amère flottait dans l'air. Martin tâtonna du bout des doigts pour trouver le chemin de la ficelle et vit qu'à côté de la colonne se trouvait un tonneau avec un cerceau mal ajusté, le coin étant légèrement décalé. C'était une erreur de sa part. Il avait laissé le cerceau un peu plus lâche afin de pouvoir le resserrer le lendemain. Il reconnut sa trace et comprit qu'il pouvait l'ouvrir rapidement. Il n'attendit pas les ordres. Il retira le cerceau, souleva le rivet et déplaça le pont. Des petits sacs gris y étaient déposés. L'un d'eux était déchiré et contenait de la poudre. Martin le renifla, réprimant une quinte de toux, et fit signe au greffier de venir voir. Le greffier prit note. Oswald ordonna de ne plus y toucher jusqu'à l'arrivée de ceux qui savaient comment saisir correctement ce genre d'objet. Dans le coin le plus éloigné, ils trouvèrent un autre passage. Il menait à un petit débarras d'où partait un escalier en colimaçon. L'odeur et les traces de pas indiquaient que ce passage était emprunté quotidiennement. En regardant les traces, Martin comprit qu'il ne s'agissait pas d'un grenier abandonné, mais d'un passage habituel. Il proposa d'aller vérifier l'étage. Les gardes montèrent et entrèrent dans une petite pièce qui sentait l'encre et la cire. C'était le bureau d'un scribe. Sur la table se trouvait une feuille couverte de lignes maladroites. Elle parlait de tonneaux, mais comme s'il s'agissait de marchandises pour la cuisine. Il y était question de hareng et de sel. C'était une liste de couvertures. Oswald prit la feuille, regarda le sceau et dit qu'il était faux. Il ne l'avait pas seulement pensé, il le savait. C'était son travail. Reconnaître les sceaux. Il montra le bord, qui était légèrement plus large que la normale. Le scribe le confirma. À ce moment-là, il est devenu évident que parmi les conspirateurs se trouvait quelqu'un qui savait comment rédiger des listes et apposer des cachets. Cela signifiait que le complot s'étendait jusqu'à la chancellerie elle-même. Les perquisitions commencèrent dans la nuit. Elles se déroulèrent des caves aux pièces du haut, de l'entrepôt à la chancellerie. Des personnes vêtues de capes se trouvaient tantôt dans les escaliers, tantôt dans les portes. Certaines tentaient de s'enfuir dans l'obscurité. Oswald, aussi étrange que cela puisse paraître, était partout à temps. Il ne permit pas que les recherches se prolongent jusqu'au matin et ne les laissa pas se transformer en agitation. Il divisa les gens en binômes, de sorte que dans chaque binôme, il y avait une personne capable d'accuser et une autre capable de prendre des notes. Il empêcha toute dispute. Il fit de même avec les impôts. Il réduisit toujours le nombre d'imprévus. Au plus fort des fouilles, un homme aux cheveux gris est sorti du couloir lointain, avec à son doigt la bague ornée d'un oiseau. Son visage était éclairé par la torche. C'était un homme noble, un conseiller que l'on voyait parfois dans la salle.
mais qui n'aimait pas la foule. Il a dit qu'il se passait des choses incompréhensibles dans les caves et a ajouté que les gens honnêtes n'avaient pas leur place dans de telles disputes. Ses mots étaient clairs et calmes. Il avait l'air de quelqu'un qui avait l'habitude de prendre des décisions par procuration. À côté de lui se tenait un jeune homme portant le même insigne sur la fermeture de son manteau. Il marchait d'un pas assuré. Martin reconnut en lui celui qui venait voir le maître Bedrick. Le vieil homme aux cheveux gris disait que tout cela était fait pour une grande cause, mais de manière à ce que personne ne s'en aperçoive. Il mentait, ou, plus exactement, il ne disait pas tout. Il n'y avait aucune hystérie en lui. Il se dirigea vers la fente où passait la ficelle. Il regarda Martin et remarqua le cercle de cuivre autour de son cou. Il dit qu'il avait laissé ce cercle depuis longtemps. Il ne demanda pas comment il s'était retrouvé chez ce modeste apprenti, car la réponse était devant lui. Martin comprit, ce n'était pas simplement un homme avec une bague. C'était un homme qui, dans sa jeunesse, avait fait quelque chose pour lequel Agnès avait payé le prix fort. C'était un homme lié à lui par le sang. Et cet homme menait un plan qui causerait la mort de ceux qui n'avaient tenu ni torche ni parchemin, avec des ordres entre leurs mains. À cet instant, tout devint simple. Martin comprit que son choix ne concernait pas son père ou son absence. Son choix concernait le tonneau qui sentait la mort, la ceinture qu'on pouvait mouiller et presser, et les gens dans la salle qui ne ressentaient encore rien. Il fit un pas en avant et bloqua l'accès à la corde avec son corps. Il se tourna vers Oswald. Celui-ci comprit sans un mot. Il conduisit les gens non pas vers le haut, mais vers le bas, là où il était possible de couper la corde à sa source. Lisbeth, qui était restée tout ce temps près de la porte, se précipita vers le tonneau, attrapa un vieux chiffon, le mouilla dans le tonneau d'eau de pluie et le tendit à Martin. Son bégaiement avait disparu, car elle ne parlait pas. Elle se contentait de faire ce qu'il fallait faire. Le chiffon étouffa les derniers restes de chaleur. La mèche ne bougeait plus. L'homme aux cheveux gris avec la bague regarda Oswald et lui dit qu'il allait trop loin, qu'il n'était qu'un simple comptable et non un juge. Oswald répondit qu'aujourd'hui, il n'était ni juge ni comptable, mais celui qui apposait le sceau sur la perquisition, et ajouta qu'il y aurait assez de sceaux pour tout le monde. Il envoya les gardes chercher des renforts. Le vieil homme recula d'un pas. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un qui n'était pas aimé exerce le pouvoir avec autant d'assurance. Dehors, la foule commençait déjà à se rassembler. Certains avaient apporté des torches, d'autres de l'eau, d'autres encore du pain. La rumeur s'était répandue dans la ville qu'on avait trouvé dans les caves, quelque chose qu'il ne fallait pas garder sous la salle. Les gens réagissaient de différentes manières. Certains se réjouissaient que personne ne les brûlerait. D'autres étaient en colère que rien ne se passe et qu'ils devraient à nouveau vivre avec les impôts. La vie était ridicule. Au petit matin, ceux qui devaient prendre les décisions se sont réunis à la mairie. Ils ont rassemblé les faits, les tonneaux de poudre,
les longues mèches, les listes falsifiées, le symbole de l'oiseau, les morceaux de tissu portant le même symbole, la lettre d'avertissement trouvée chez la couturière et les témoignages des apprentis qui transportaient les tonneaux. On indiqua à Lisbeth de se placer près de la porte. Personne ne la chassa. Personne ne se moqua de son bégaiement. On lui demanda de raconter où elle avait trouvé le chiffon. Elle le fit, butant sur un mot sur 3, mais personne ne l'interrompit. On l'écouta. Ce jour-là, elle cessa d'être une ombre. Ils se mirent à réfléchir à ce qu'ils allaient faire de l'homme aux cheveux gris. Il avoua qu'il voulait se venger pour ses dettes et pour ceux qu'il considérait comme injustement écartés du pouvoir. Il parlait d'une grande cause, mais il y avait une corde sur la table, et ses paroles sonnaient creux. Les auditeurs comprirent qu'il était dangereux non pas parce qu'il criait, mais parce qu'il savait attendre. Ils comprirent que son plan reposait sur des gens comme Martin, qui faisaient leur travail en silence et ne posaient pas de questions inutiles. À présent, ces gens montraient leur autre facette. Lorsqu'ils posaient des questions et agissaient, les plans tombaient à l'eau. Agnès est venue et a parlé du cercle. Elle a dit que l'année étrangère était revenue ce jour-là, et c'était terminé. Elle n'a demandé grâce à personne, mais a dit que l'enfant abandonné devant la porte avait grandi et n'avait pas apporté le malheur dans la maison. Elle a dit que la ville lui devait beaucoup, car beaucoup avaient survécu. Ces mots simples étaient compréhensibles pour tous. Personne n'a dit qu'elle parlait avec trop d'audace. Personne n'a dit qu'elle s'immisçait. C'était un jour où tout le superflu s'effaçait. La décision fut sévère et lente à prendre. Le vieillard fut emprisonné dans la tour. Ses assistants furent retrouvés grâce aux traces laissées par les sceaux et aux listes d'autres personnes. Certains furent expulsés, d'autres furent jugés. Le sort de chacun dépendait de ce qu'il avait fait de ses mains et non de son nom de famille. C'était important. La ville ne voulait pas de sang pour du sang. Elle voulait comprendre où se trouvait la limite. Après ce jour, Oswald est devenu un autre homme pour la ville. On a cessé de le voir uniquement comme une épine dans le pied. Il a commencé à transférer les taxes des boutiques pauvres vers les entrepôts riches. Il a expliqué que si l'on voulait vivre sans explosion sous la salle, il fallait tenir compte non seulement des pièces de monnaie, mais aussi des offenses. Il a dit qu'il réduirait les prélèvements sur les artisans et vérifierait les livres comptables de ceux qui stockaient le grain. Au début, les gens ne l'ont pas cru. Puis ils ont vu qu'il était venu au marché, non pas avec un fouet, mais avec une longue liste de choses à réparer. Le toit de l'hôpital, le pont près du moulin, le seuil de l'école près du monastère. Ils ont commencé à l'écouter. Martin, qui était plus fatigué que jamais ce jour-là, retourna à l'atelier. Le maître Bedrick l'accueillit sévèrement et lui dit qu'un apprenti qui se mêlait de ce qui ne le regardait pas prenait des risques. Mais il ajouta ensuite que dans chaque métier,
il y avait un moment où le métier devenait plus qu'un simple métier. Il dit que si Martin n'avait pas entendu la mèche, tous ceux qui buvaient de la bière dans le froid hivernal l'auraient bu ailleurs, s'ils étaient encore en vie. Il montra un coin vide et dit qu'on pouvait y installer un nouvel établi. Martin comprit que c'était une reconnaissance. Lisbeth a commencé à venir parfois à l'atelier pour aider à porter les rivets. Son bégaiement s'est atténué, car elle prononçait plus souvent des phrases compréhensibles. Les gens ont cessé de lui dire des mots désagréables. Il se souvenait comment elle avait arrêté l'homme en imperméable et comment elle avait apporté un chiffon. Elle était celle que tout le monde sous-estimait, mais désormais, personne ne s'étonnait de la voir à côté de l'établi. Agnès ferma le coffret et le rendit à Martin. Elle dit que le souvenir de la dette n'était plus dans le coffret, mais dans ce qui avait été fait. Pour elle, c'était ça, la justice. L'homme aux cheveux gris dans la tour demanda à voir quelqu'un. On lui fit savoir que la femme à qui il avait promis de revenir vivait et travaillait, et que le garçon qu'il avait laissé à sa porte était devenu un homme qui avait sauvé la vie d'autres personnes. Il demanda de transmettre qu'il ne demandait pas pardon, mais qu'il demandait qu'on se souvienne. Agnès répondit que ce souvenir ne signifiait pas répéter. La salle où l'on voulait semer le trouble a connu encore de nombreuses réunions. On y a discuté et fait la paix, signé et déchiré des papiers. Les gens ont compris une chose simple. Les grandes décisions reposent sur des personnes discrètes qui connaissent l'odeur de la résine et savent distinguer un cachet officiel d'un faux fabriqué dans un sous-sol. Ils ont commencé à prêter davantage attention à ces personnes. Pas tout de suite, mais ils l'ont fait. La ville ne voyait plus de barils de poudre dans les caves. Non pas parce que les mauvaises intentions avaient disparu, mais parce que beaucoup avaient appris à reconnaître l'odeur, comme Martin. Beaucoup avaient appris à regarder sous leurs pieds, comme Lisbeth. Beaucoup avaient appris à agir au bon moment, comme Oswald. La vie n'était pas devenue un conte de fées. Elle était simplement devenue un peu plus stable. Martin s'approchait parfois de la colonne où se trouvait autrefois la corde et touchait la pierre. Il ne prononçait pas de mots. Il ne se souvenait pas des visages, mais des odeurs, des sons, des textures. Il se souvenait comment le cuir de la corde avait absorbé le danger et comment la corde s'était figée sous ses doigts. Il pensait que la justice, c'était quand le métier et le choix se rencontraient au bon moment, et que pour cela, il n'était pas nécessaire de faire de grands discours. Il fallait être là et faire son travail comme on savait le faire. Le jour où la nuit tomba à nouveau tôt et où l'odeur de la rivière se fit à nouveau sentir, la ville vivait comme d'habitude. Quelqu'un a cloué une nouvelle porte, quelqu'un a remplacé un vieux cerceau, quelqu'un a suspendu des tissus près de l'étal. Les 5 premiers jours de novembre se sont écoulés comme s'écoulent les jours risqués. D'abord difficile, puis plus facile, puis le souvenir devient un fil ténu qui ne se rompt pas. Les gens savaient que ce fil ne tenait pas à un miracle. Il tenait au fait qu'il y avait 3 personnes
un apprenti au nez fin, un percepteur qui s'est avéré plus utile que la gloire, et une fille que personne ne remarquait, mais qui remarquait tout. La mèche qu'on n'a pas laissée s'enflammer était comme un test pour la ville. La ville a réussi ce test. Pas par la magie, pas par les cris, pas par la chance. Elle l'a réussi à la force des poignets. C'est ce qu'on peut appeler la clarté finale. Dans une affaire compliquée, ce n'est pas le plus bruyant qui gagne, mais celui qui sait sentir le moment et faire le choix dont dépendent les autres. C'est dans ce choix que se trouvait la justice pour Agnès, pour Martin, pour Lisbeth et même pour Oswald, qui ne s'attendait pas lui-même à se révéler utile. Et pour l'homme aux cheveux gris, la justice était que son acte n'avait pas disparu dans la fumée, mais avait été nommé par son nom et avait reçu pour réponse non pas de la colère, mais une action précise qui avait mis fin au malheur. Ainsi, la ville continua à vivre, se souvenant chaque année, tôt le matin, du bruit d'une goutte sous la voûte qui avait autrefois retenti comme un présage. Les gens gardaient leurs ceintures au sec, leurs tonneaux propres et leurs seaux en bon état. Et ils savaient que parfois, le sort de toute une salle pouvait dépendre de celui qui savait retirer le cerceau à temps et presser à temps avec sa peau humide cette ficelle si fine.